Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Bruno Pradine, qui est pharmacien-chef au service de santé des armées et qui va nous parler de son travail sur le SARS-CoV-2. Merci. Merci Mathieu. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je dirige l'unité parasitologie, entomologie donc de l'Institut de recherche biomédicale des armées, unité qui est physiquement à l'IHU. Donc j'appartiens aussi, je co-dirige l'UMR Vitrome, donc j'appartiens à l'IHU Méditerranée et je suis co-directeur aussi du Centre national de référence du paludisme. Or, les travaux que je vous montrer est une collaboration donc à la fois des personnes donc, de mon équipe, de mon unité, au sein de Vitrome, d'une autre équipe, donc de l'équipe numéro 2, une collaboration aussi avec une autre UMR de l'IHU, donc MEFI, et puis une collaboration avec une équipe indienne avec laquelle on fait du docking moléculaire. Alors, avant de... Bien sûr, pourquoi s'intéresser aux antipaludiques? D'une part, parce qu'il y avait déjà des papiers qui avaient montré que l'hydroxychloroquine marchait in vitro, qu'il y avait eu des essais cliniques qui avaient été faits ici, mais aussi, finalement, regardez un peu la situation qui se passait en Afrique. En Afrique, on attendait un grand boom où ça allait exploser, et finalement, rien ne se passait. Et donc, on s'est intéressé, finalement, qu'est-ce qui pouvait expliquer ce retard, finalement, en Afrique. Quand on regarde à l'époque, quand on a fait ce papier, c'était même la dernière mise à jour, on l'a mis au 4 juin, mais finalement, regardez, au 4 juin, on avait quasiment très peu de cas en Afrique, beaucoup en Amérique du Sud, parlons pas de l'Europe, Chine et les États-Unis aussi. Et finalement, quand on regarde, en gros 6 mois plus tard, on en est toujours pareil. Quand on regarde finalement les chiffres d'hier, on était à peu près à 70 millions de cas mondiaux. Afrique, 2,2 millions, avec une grosse partie finalement qui provient de l'Afrique du Sud, puisque plus de 800 000 cas. Afrique, 54 000 décès. Quand on regarde finalement, c'est un peu en Europe ce qu'on retrouve en France. 2,2 millions, 2,3 millions en France, 54 000 décès, 56 000. Donc en fait, tout le continent africain représente ce que l'on a en France. Donc après des données, pour comparer, 15 millions aux États-Unis, 9 millions en Inde, 6 millions rien qu'au Brésil, par contre très peu en Chine. Donc finalement, ce retard, on l'a toujours. C'est pas un petit retard qu'on a eu au départ. On regarde un peu aussi ce qui s'est passé sur la première vague. Donc on voit effectivement des courbes aux États-Unis qui montent très rapidement, donc à partir du premier cas, et qui montent très rapidement, pareil Brésil, pour ce qui est France et Italie, un peu moins vite, mais qui montent assez rapidement. Là on est passé en log pour voir exactement la forme des courbes, et on voit effectivement Europe, Brésil, États-Unis, ça monte très rapidement. Et puis finalement, on n'a pas du tout la même pente pour les pays africains. À part, j'allais dire, l'Afrique du Sud, qui est un peu différent, qui monte assez rapidement, mais pour les autres, c'est des pentes finalement très peu inclinées. Alors l'émergence finalement en Europe, nos premiers cas, pour la plupart, ils viennent de la Chine, finalement, de la région de Wuhan, où soit des touristes chinois qui sont venus en Europe, en France, soit, des Européens qui étaient à ce moment-là en Chine, mais finalement, la transmission, elle s'est faite de la Chine vers l'Europe, avec à peu près tout en même temps au mois de janvier. Quand on regarde ce qui se passe en Afrique, à part quasiment un seul cas qui provient de la Chine, qui a été une personne qui est venue de Chine en Égypte, tous les autres proviennent en gros de l'Europe. La France a été Cameroun, Sénégal, l'Italie en Algérie, finalement au Nigeria, en Afrique du Sud, on voit finalement, c'est nous
qui avons amené, nous Européens, Français, Italiens, puis quelques autres pays, qui avons amené finalement le Covid en Afrique. Une comparaison. Donc on a analysé, on a essayé de savoir pourquoi finalement il y avait ce retard, etc. Donc la première chose au début, c'est de dire, finalement il y a une sous-détection. En Afrique, ils n'avaient pas forcément les infrastructures, donc si on ne cherche pas le SARS-CoV-2, on ne le trouvera pas. Et donc ça a été la première impression. Mais finalement, on s'est rendu compte que rapidement, quand on regarde entre février et mars, alors, il n'y avait que 2 pays qui avaient 2 labos, en gros, le Sénégal et l'Afrique du Sud qui diagnostiquaient, mais rapidement, 34 pays ont eu des labos avec la capacité de diagnostiquer donc, le Covid. Puis même entre 1er mars et 15 avril, 44 pays, quasiment tous les pays africains. Donc ce n'est pas un problème de diagnostic, puisque maintenant, ils diagnostiquent même plus que nous, et ils n'ont toujours pas de cas. Alors effectivement, il y avait des hétérogénéités de dépistage suivant les pays. Afrique du Sud, voilà, au 1er avril, il y avait déjà 47 000 tests qui avaient été faits, alors qu'en Namibie, il y en avait 306. Mais ce n'est pas ce qu'il pouvait expliquer. Quand on regarde, voilà, au 13 août, finalement, Afrique du Sud avait fait plus de 3 millions de tests, plus qu'on en avait fait au même moment en France. Donc ce n'est pas finalement une sous-détection qui peut expliquer cela. Alors, on s'est intéressé à la distanciation au confinement. Pareil, finalement, dès le 3 février, avant même finalement qu'il y ait un cas importé en Afrique, ils avaient déjà mis un certain nombre de stratégies et créé finalement l'African Task Force for Coronavirus Preparedness and Response. Donc déjà, les différents États s'étaient liés entre eux au niveau politique déjà pour créer quelque chose. Les mesures de confinement étaient très rapidement mises en place. Ils ont fermé les écoles dès les premiers cas, les lieux de culte, les marchés, les aéroports ont été fermés. Alors, il y a une difficulté à mettre en œuvre effectivement ce confinement, parce que en Afrique, c'est du travail à la journée où on est payé en cash, c'est beaucoup de gens travaillent en présentiel, c'est pas de la bureautique, des fonctionnaires, etc. C'est beaucoup de choses de main-d'œuvre, etc. Problème d'électricité dans certains pays, problème d'internet, tu ne peux pas dire on va faire du télétravail. Donc effectivement, quand même un problème pour mettre en œuvre ce confinement. Et puis il y a un problème d'accès lavage des mains, tout ce qui peut être hygiène, avec le manque d'eau, de savon, gel hydroalcoolique. Donc regarde, 3 pays, Nigeria, Éthiopie et République démocratique du Congo, plus de 50 millions de personnes qui n'ont pas d'accès finalement au lavage des mains. Après, il y a les problèmes des camps de réfugiés, des bidonvilles, etc. Mais un point qui était positif, c'est qu'un certain nombre de ces pays, même RDC, etc., ils ont déjà des structures qui avaient été mises en place, une politique, une stratégie, puisque c'est des pays qui ont vécu déjà Ebola, plusieurs fois avec les épidémies Ebola. Donc ils ont calqué ce qui avait été fait sur Ebola pour finalement leur stratégie anti-Covid. De ce côté-là, ils étaient en avance même sur la France et sur l'Europe. Alors, le délai dans la dynamique, on a vu qu'il y avait un délai. Est-ce qu'on pouvait finalement l'expliquer par tout ce qui est phénomène de transport, en disant qu'il y a moins d'échanges finalement entre la Chine et l'Afrique qu'entre la Chine, l'Europe ou les USA. Effectivement. Pourtant, quand on regarde un peu quelques chiffres, finalement, en 2017, il y a eu 121 millions de Chinois qui sont venus en Afrique, avec une augmentation par rapport à 2005 où il n'était que 31 millions. Quand on regarde en 2018, à peu près à la même époque, il n'y avait que 6 millions de touristes chinois qui venaient en Europe. Après, les Chinois qui vont en Afrique et ceux qui viennent en Europe ont des statuts complètement différents. En Europe, c'est surtout des étudiants, après des touristes qui viennent visiter Paris, entre autres, les différentes capitales européennes, et puis des hommes d'affaires. Et c'est souvent des séjours courts, à part, j'allais dire, les étudiants. En Afrique, c'est des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs qui viennent travailler, souvent qui travaillent dans le bâtiment, qui vont rester pendant 1 an, 2 ans, voire plus, qui vont rentrer une fois par an en Chine, et souvent qui rentrent en fait pour le Nouvel An chinois. Et là, en fait, la plupart ne sont pas rentrés en plus en Chine, puisque la Chine était bloquée à ce moment-là, donc ils sont restés en Afrique. Par contre, effectivement,
avant le nouvel an chinois, il y a les touristes qui viennent en France, enfin en Europe, et ceux-là, on peut venir et finalement transmettre le Covid. Quand on regarde aussi, finalement, ce qui s'est passé, on voit, c'est que oui, le délai d'émergence, il peut s'expliquer par ce qui s'est passé. Janvier, en gros, c'est l'Europe qui est contaminée, puis nous transmettons au niveau de l'Afrique, un mois plus tard à peu près. Donc ça peut expliquer le délai. Mais ça, une fois que le premier cas, j'allais dire, est dans le pays, ça n'explique pas pourquoi ça n'a pas fait comme dans les pays européens, ça a explosé. Donc effectivement, on peut expliquer le délai par phénomène de transport, etc., mais pas du tout finalement après la diffusion. On s'est intéressé aux données démographiques. En fait, en Afrique, on regarde les données de 2015, 40% de la population a moins de 14 ans. En gros, 20% de plus, moins de 24 ans. Donc c'est des sujets, j'allais dire, jeunes. Les plus de 65 ans représentent que 3,5%, ce qui est différent des autres pays. Bon, 7% en Asie, en Amérique centrale, pourtant, et surtout en Europe, où 21% de la population a plus de 65 ans. Quand on regarde un peu les données épidémiologiques et cliniques, finalement, c'est les personnes âgées qui sont les plus touchées. Quand on regarde finalement chez ces enfants, chez ces 40% là qu'on retrouve, ils représentent très peu en Chine, finalement 0,9% des personnes qui font un Covid, et puis très peu de formes sévères. Pareil, quand on regarde, finalement, c'est que 7% et là, c'est sûr, ça a été fait sur 72 000 patients. Donc effectivement, ils ont une tranche d'âge, certainement, qui leur a permis aussi de résister. On s'est intéressé aussi au rôle du climat. Alors là, quand on regarde la bibliographie, on retrouve de tout. On trouve certains papiers qui vont dire oui, effectivement, des fortes températures vont augmenter finalement l'émergence et la diffusion du Covid. Par contre, on en trouve d'autres qui disent l'inverse, en disant non, plus la température est importante, au-dessus de 25 degrés, on a moins de chances d'avoir de Covid. Là, pareil, ce papier qui montre un peu la même chose que celui-là, où c'est pas lié à la température, où finalement, ils ont montré que quelle que soit la température, ils ont regardé sur l'Australie pendant la première vague, il n'y avait pas de différence finalement en nombre de Covid. Ils ont fait la même chose au niveau du Brésil. En fait, là, oui, on regarde finalement en fonction de la température, on peut avoir une différence finalement du nombre de Covid, et voire même de la mortalité, puisqu'on voit qu'on a une différence finalement d'un facteur 5 entre celles qui ont des fortes températures et celles qui ont des températures beaucoup plus basses. Donc là, c'est pas très clair. On a aussi analysé, regardé un peu ce qui se passait au niveau du polymorphisme génétique, en fait, avec par exemple la protéine, le récepteur AC2 qui permet finalement l'entrée du virus dans les cellules. Et puis il y a d'autres récepteurs, ACE2 ou TMPRSS2. Donc, pareil, en Afrique, il a été montré qu'il y avait des variants qui étaient différents, des variants africains différents de ce qu'on pouvait trouver en Asie ou en Amérique du Sud ou en Europe. Et que finalement, l'expression de ces variants en Afrique pouvait interagir, finalement, bloquer la fixation sur la protéine virale spike. Pareil, sur l'autre récepteur ACE1, finalement, on peut avoir des insertions, des délétions, de répétitions dans le gène, et puis donc qui vont nous permettre d'avoir 3 génotypes, avec soit insertion-insertion, insertion-délétion et délétion-délétion. En fait, il a été montré que quand on a le génotype insertion-insertion, plus on a de pourcentage en fait de proportion de ce génotype-là, et moins on a de cas de décès et de cas de Covid. Et en fait, chez les Européens, finalement, on a très peu de ce génotype-là. On a plutôt du DD et de l'ID. Donc ça pourrait aussi expliquer, alors il y a très peu de données sur ce récepteur en Afrique, mais qui pourrait aussi expliquer finalement pourquoi on a une différence entre l'Afrique et le reste du monde.
Et puis, il y a aussi l'immunité croisée. Alors, certaines maladies qui peuvent aussi, finalement, préserver. Quand on regarde Covid-2, qu'est-ce qui se passe dans le Covid-2? On a une augmentation, une production de cytokines pro-inflammatoires, avec cette espèce de rush, avec de l'IL-2, de l'IL-6, l'IL-7, l'IL-8, du TNF, et puis d'interféron gamma essentiellement. Et certaines pathologies que l'on trouve en Afrique, comme l'helminthiase, finalement, on a à l'inverse une diminution de ces cytokines. Et en fait, si on a une co-infection helminthiase Covid-19, on va être protégé puisqu'on ne va plus avoir cette atteinte finalement pro-inflammatoire. On peut avoir aussi des réponses croisées entre le SARS-CoV-2 et puis les autres coronavirus humains. Et puis, il a été montré aussi que le vaccin du BCG pouvait aussi protéger. Bon, là aussi, c'est pas très clair, il y a eu 2-3 papiers, mais pouvait aussi protéger donc, du Covid. Et puis, dernière hypothèse, c'est que c'est des pays, l'Afrique, c'est un pays où il y a du paludisme. Et donc, on s'est intéressé aussi, est-ce que les antipaludiques ne pourraient pas finalement protéger contre le Covid? Alors, juste un petit point de méthodologie, parce que je vous parlais de choses que vous ne connaissez pas forcément. Et donc, quand on regarde, on crible, on cherche, on évalue des composés anti-infectieux, surtout en parasito, aussi en virologie, on va estimer finalement les résultats. Ça va être soit on va regarder quel est le pourcentage de croissance, donc de nos cellules infectées ou de nos parasites, etc. Et dans le cas, là c'est la réplication pour un virus. A l'inverse, on peut regarder finalement le pourcentage d'inhibition. Est-ce que notre médicament, finalement, il va inhiber ou non cette croissance? Donc on parle d'inhibition. Et puis on a certaines caractéristiques que l'on peut estimer, comme la concentration efficace médiane, le C50, ou concentration inhibitrice 50%, IC50, c'est la même chose. On peut évaluer aussi donc, la concentration efficace 90%, voire 99%, c'est-à-dire 50%, on va regarder au moment, c'est ce que l'on a sur cette courbe, finalement, quand on va être à 50% de parasites qui sont tués. C'est ce qu'on fait le C50. Le C90, c'est 90% de parasites qui sont tués, donc on est à peu près là. Et puis 99, on va se trouver là, quand on a quasiment tous les parasites qui sont tués. On va faire la même chose aussi quand on regarde finalement si nos molécules elles sont cytotoxiques. Donc on va définir la concentration cytotoxique 50%, CC50 ou CC90. C'est des méthodes qui sont reproductibles, qui vont permettre finalement de comparer les résultats d'une étude à l'autre ou d'une équipe à l'autre. Mais il faut savoir que ces résultats, ils dépendent des conditions d'expérimentation. Si vous changez la MOI, vous n'aurez pas forcément le même résultat. Si vous faites un test sur 24 heures, 48 heures, 72 heures, vous n'aurez pas les mêmes résultats. La condition des gaz que vous avez vos cellules, qui est 5% de CO2 ou un peu plus, un peu moins, tout ça peut changer les résultats. Donc quand vous comparez, il faut essayer de comparer les choses qui sont comparables. Donc certains pourront vous dire, nous on tue tout, mais... Et donc voilà, les antipaludiques. Donc on a commencé à s'intéresser aux antipaludiques. Donc les choses avaient déjà été montrées pour la chloroquine, l'hydroxychloroquine. Il y avait eu donc des essais in vitro qui avaient été faits par les Chinois. Donc on s'y est intéressé quand même parce que ça nous permettait d'avoir un contrôle, de voir un peu par rapport aux autres où on se situait. Donc on savait que finalement, in vivo chez l'homme, ça marchait puisque ça avait été testé ici, associé donc à l'azithromycine. Et donc on a testé tout un tas la plupart des antipaludiques qui sont utilisés donc en Afrique. Donc on voit qu'on a un certain nombre finalement, amodiaquine, ferroquine, mefloquine, pyronaridine, qui ont des CI50, des EC50 en gros inférieurs à 2 micromolaires, qui sont à peu près de l'ordre de ce qu'on trouve avec la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Et puis d'autres finalement qui marchent nettement moins bien avec des EC50 au-dessus de 20. Pareil, quand on regarde le C90, pour certains, finalement, très rapidement, on arrive à tuer à des concentrations pas trop fortes, finalement, à tuer 90%
parasites. On a regardé aussi savoir si finalement c'était pas aussi cytotoxique sur nos cellules véro, parce que c'est bien, mais si ça tue les véros, effectivement il n'y aura pas d'infection à l'intérieur. Donc certains ne le font pas, mais faut le faire avant pour savoir. Et puis bon, pour la plupart finalement, après on calcule un index en mettant finalement la CC50 sur le C50, et pour un certain nombre, finalement, on a des facteurs supérieurs à 50, intéressant, même pour la méfloquine, on est à 8, donc ça peut être encore intéressant. Quand on regarde finalement ce que l'on a trouvé pour la chloroquine et l'hydroxychloroquine, on est dans la fourchette de ce qui est trouvé par les autres, même s'il y a des MOI différentes, des conditions d'expérimentation un peu différentes, mais on retombe finalement dans la même fourchette, un microlaire 10 micromolaires pour la chloroquine, et entre 1 et 18 micromolaires, donc on a 1,5 pour l'hydroxychloroquine. Ce qui permet aussi un peu de valider finalement ce qu'on trouve sur les autres antipaludiques. Donc c'est bien de montrer finalement ça marche, voilà, avec les CI50. Est-ce que ces CI50, finalement, quand vous allez passer à l'homme, est-ce que on peut atteindre finalement ces concentrations chez l'homme? Donc on a regardé finalement ce qui se passait, on a évalué chez des patients qui prendraient donc, quotidiennement un antipaludique, finalement, la Cmax que l'on retrouve. Donc, à pharmaco, en faisant la biblio, on regarde finalement les Cmax que l'on a pour tous ces antipaludiques. Et on a ramené ça, finalement, cette Cmax, on a fait un ratio entre le Cmax et puis notre C50, notre C90. Et finalement, plus la barre est importante, plus finalement on a de chances d'être à des concentrations efficaces, atteignables donc au niveau plasmatique. C'est au niveau plasmatique. Et puis on a regardé pour ceux où on avait des données pulmonaires, finalement, parce que l'intérêt c'est aussi, ça ne se passe pas que, on n'a pas de virémie non plus, c'est une atteinte pulmonaire, donc savoir est-ce que finalement ces molécules, elles atteignent le poumon, et bien pour un certain nombre, elles se concentrent. Quand on regarde la chloroquine, par rapport à ce qu'on trouve au niveau du plasma, on a une concentration qui est à 200 à 700 fois. L'hydroxychloroquine, 30 fois. Méfloquine, 10 fois plus. Pyronaridine, 160 fois plus. Quinidine, 250. Donc même, finalement, on en a moyennement dans le plasma. On sait que pour certaines, on est au moins multiplié par 10 dans le poumon. Donc oui, au moins in vitro, ce qu'on montre, il y a un intérêt de pouvoir utiliser finalement ces antipaludiques, puisqu'ils vont aller se concentrer à des doses atteignables, donc avec des doses normales d'antipaludiques. Donc donc l'Afrique, on traite finalement le paludisme par ce qu'on appelle ACT, artémisinine base combination thérapeutique, donc on met un dérivé de l'artémisinine plus une deuxième molécule. Là on s'est intéressé à dire, est-ce que finalement, c'est bien de montrer qu'in vitro ça marche, etc. Mais on va se mettre à, finalement, comme si on était chez un patient. Donc pareil, on a regardé, déjà, voilà ce qui est utilisé donc en Afrique. Il y a en gros 5 ACT qui sont utilisés. Assez posologie. Et donc, on a regardé finalement ce qui se passait, ce qu'on aurait dans le sang, quelqu'un qui prend son comprimé ou ses comprimés tous les jours. Donc il faut savoir que finalement, dès que vous absorbez, comme l'artésunate, au bout de 10 minutes, une demi-heure, il est transformé en dihydroartémisinine, par exemple la modiokine, un autre métabolite qui est des éthylamodiakine. Donc on s'est mis exactement dans les mêmes conditions, et chez quelqu'un qui prend cette dose quotidiennement, on va avoir finalement un Cmax de ces concentrations-là des métabolites. Et donc on a regardé en se mettant pile à ces concentrations et regarder ce qui se passait. Et finalement, donc c'est ces valeurs-là. Donc pour quelqu'un, par exemple, qui prendrait un comprimé de méfloquine dihydroartémisinine, finalement, on a en gros 72% d'inhibition donc, de la croissance virale. Pour les autres, un peu moins, on est à 32, autour de 30% d'inhibition en prenant un comprimé. Donc quelqu'un qui finalement serait traité par un antipaludique, un de ces antipaludiques,
Par exemple, si c'est mefloquine, il aurait finalement 70% d'inhibition. Là, ça regarde que ce qui se passe dans le plasma. Alors aussi, la Cmax, elle peut varier. Si on est deux fois au-dessus, on est quasiment, pour certains, à 100% de protection. Et là aussi, c'est ce qui se passe au niveau plasmatique. Il faut tenir compte aussi qu'au niveau après pulmonaire, finalement, comme la mefloquine, on va être multiplié par 10 la concentration dans le poumon. Donc on est bien au-dessus des 100%. Pour la pyronaréine, 160, on va se retrouver même, si elle ne marchait pas forcément à 30%, bien au-dessus de ces valeurs-là. Donc oui, au moins, ce qu'on a fait la démonstration qu'in vitro, finalement, les antipaludiques pouvaient protéger donc, du Covid. C'est un peu intéressé finalement ces antipaludiques en regardant un peu comment ils fonctionnaient, et on a regardé finalement, soit on les met tout le cycle complet du virus, soit on les met un peu avant, pendant 2 heures, puis on lave, on arrête tout pour regarder juste ce qui se passe au niveau entrée, ou on laisse le virus entrer dans la cellule, et là on traite donc avec nos molécules pour voir ce qui se passe sur le post-entrée, vraiment sur la réplication elle-même. Et en fait, pour la plupart, chloroquine, hydroxychloroquine, quinine, etc., on voit que donc, on a une action à la fois sur l'entrée, qui peut être une action, pour la chloroquine, ça a été montré sur la CE2, pour l'hydroxy aussi, et puis on a quand même une action aussi sur la réplication, qui est moindre pour certaines, mais on a quand même cette action au niveau réplication, ce qui se passe après l'entrée. Quand on regarde finalement au niveau de ce qui se passe au niveau du modeling, enfin du docking, finalement oui, quand on regarde par exemple, donc là c'est sur, on fait du docking moléculaire sur la CE2, protéine, et là ils ont fait sur une autre protéine qui agit sur la réplication. Donc la protéase, la même protéase. Et en fait, on voit que oui, hydroxy agit effectivement sur l'entrée. Et là, on reprend, elle agit aussi finalement avec, moins bien que remdesivir ou des inhibiteurs N3 qui sont vraiment des antiviraux, mais ça agit quand même, enfin, il y a une fixation entre, ça reste du numérique, entre la protéine finalement et la molécule. Bon, ce qui explique finalement que l'hydroxyde, qu'on peut trouver ici, que ça agit finalement sur les deux. Par exemple, la mefloquine, c'est pareil. Alors, ça agit un peu moins bien la fixation que l'hydroxychloroquine sur la CE2. Et puis, mais par contre, ça agit un peu mieux finalement sur la réplication. Et c'est ce qu'on regarde. Si on regarde la mefloquine finalement, pour une fois, le docking moléculaire, on trouve à peu près la même chose à ce qu'on peut trouver in vitro finalement. Effectivement, là, l'hydroxy, un peu moins sur la réplication, et là, un peu plus finalement, la mefloquine sur la réplication que sur l'entrée. Donc on a des données qui sont cohérentes, ce qui n'est pas toujours le cas. Autre molécule, la doxycycline, qui est un antibiotique, mais qui pour nous est aussi un antipaludique, puisque c'est ce qu'on utilise en prophylaxie du paludisme, et notamment dans les armées, c'est ce que l'on prend, à raison de 5 mg par jour. Et quand on regarde, finalement, là aussi, on voit que finalement, en forte concentration, enfin, on arrive à inhiber, là, dans le pourcentage d'inhibition, et que rapidement, autour d'entre 1 et 5, c'est ce qu'on retrouve finalement, avec une EC50 de 4,5 micromolaires, on inhibe la croissance donc, du virus. Si on prend une prise orale 5 mg de 6 mg, ce qui est utilisé comme antipaludique, mais ce qui est utilisé aussi dans le traitement de l'acné. L'acné, c'est 100 ou 200 mg chez les adolescents de doxycycline. Et on arrive à une Cmax qui est entre 3 et 20 microgrammes par gramme de poumon.
Et en fait, on se rend compte, bon, on est peut-être un peu en deçà, mais que quand on regarde notre ratio Cmax sur C50, finalement, on peut arriver donc à protéger du Covid en prenant de la doxycycline. Et actuellement, c'est ce qu'un peu, on avait voulu faire aussi un essai clinique d'oxycycline. Bon, l'ANSM nous a refusé, c'est en train d'être redemandé par des dermatos, là, on est en train de discuter avec des dermatos, qui, eux, dans leur pratique courante, finalement, traitent justement des adolescents, etc., et même des personnes plus âgées, donc avec la doxycycline, et chez ces personnes-là, finalement, ils n'ont pas eu de Covid. Donc là, on est en train de voir si on ne peut pas relancer quelque chose là-dessus. Pareil, quand on regarde, finalement, cette toxicité, elle agit à la fois sur l'entrée du virus, mais elle agit aussi un peu sur la réplication elle-même. Donc, même public que tout à l'heure, quand on regarde, effectivement, on peut voir que la doxy, finalement, on a bien sur la CE une fixation sur la CE, et puis un peu moins importante, mais on a quand même, par rapport à remdesivir aux inhibiteurs N3, mais on a quand même une action, donc une fixation sur la protéine, la main protéase. Là, c'est voilà que nos collaborateurs indiens aussi, ce qu'ils ont fait, ils ont montré que aussi, finalement, sur une autre protéine qui agit dans la réplication, qui est la RNA dépendante RNA polymérase, qui est donc essentielle pour la réplication, on avait bien aussi, finalement, une fixation sur cette protéine avec la doxycycline. Donc elle pourrait finalement inhiber cette polymérase. Et petit rappel pour dire, un peu comme là aussi, comme on a avec l'hydroxychloroquine, avec la chloroquine, c'est que ça a une action effectivement sur le virus en lui-même, mais ça a aussi une action sur toute la cascade pro-inflammatoire, puisque finalement la doxycycline va aussi agir en diminuant l'IL6, on retrouve l'IL8, le TNF-alpha, l'interféron gamma, comme on a finalement avec l'hydroxychloroquine. Donc c'est le double effet qui se coule. Bleu de méthylène. Alors, bleu de méthylène, c'est une très ancienne molécule qui a été synthétisée donc en 1876, et puis première utilisation dans le paludisme en 1891. En fait, le bleu, il était utilisé, il est toujours utilisé, pour colorer les parasites. Donc, quand vous faites une lame, une coloration, vous utilisez, entre autres, il y a du bleu dedans, du bleu de méthylène. Et en fait, ces deux médecins allemands se sont dit, on va directement donner le bleu à nos patients, on récupérera comme ça les parasites, on va faire notre rôti, ils seront directement colorés. Et puis finalement, ces deux patients, ils ont été traités. Donc là, ils sont un peu intéressés à ce bleu. Et puis, c'était un bleu, la synthèse, avec beaucoup de métaux lourds, d'impuretés, etc. Il était toxique. Et il y a à peu près une vingtaine d'années, donc, un laboratoire marseillais, donc Provepharm, a trouvé une nouvelle synthèse donc, du bleu, le Proveblue, qui n'a plus tous ces métaux lourds, en fait, tous ces éléments toxiques. Et donc, nous, on s'est intéressé il y a 20 ans au niveau palu, en disant, ça avait été utilisé 100 ans avant, est-ce que finalement, ça marche? Ou est-ce que c'était finalement tous ces métaux lourds qui tuaient le parasite par simple toxicité? Et donc, on a regardé, on a utilisé du bleu, avec même différents bleus. On avait utilisé au départ le bleu donc, de Provepharm, Proveblue, du bleu que l'on trouvait encore en pharmacie à l'époque, et du bleu industriel. Et finalement, celui où on avait le moins ou pas du tout même l'impureté, c'était celui qui marchait le mieux. Quand on regarde par rapport aux autres molécules donc, in vitro au niveau du palu, finalement, il a une très bonne activité qui est à peu près de l'ordre de ce qu'on trouve avec les dérivés de l'artémisinine. Derrière, on a fait plusieurs études en Afrique, etc. On retrouve toujours finalement des CI50 qui sont entre 1 et 10 nanomolaires. Donc
on n'est plus comme le Covid à 10 en micromolaire, là on est en nanomolaire. Et puis on a essayé finalement, chez un modèle de souris qui meurt du neuropaludisme, on avait monté ce modèle il y a quelques années, et puis finalement, quand on donnait le bleu, on se rend compte que les concentrations à peu près de 10 mg kg 5 jours ou 3 jours, même un jour finalement, on arrive on a à peu près 80% de souris qui survivent. Alors que elles meurent toutes si elles ne sont pas traitées. Et on avait même essayé avec l'artésunate, qui est ce qui est actuellement recommandé par l'OMS, dans d'autres modèles, elles mouraient finalement un peu plus tard, mais elles mouraient à peu près à ce niveau-là, elles mouraient toutes. Alors elles ne mouraient pas d'un neuropaludisme traité par l'artésunate, mais elles mouraient d'anémie. Parce que la parasitémie n'était pas régulée, continuait à monter, nos souris arrivaient à 90% de parasitémie et mouraient. Mais finalement, avec le bleu, on arrivait à les protéger. Donc, intérêt pour le paludisme. Et là aussi, on s'est dit, est-ce que finalement, ça peut avoir un intérêt au niveau du Covid? Alors, le bleu avait déjà montré son activité, mais quand il est sensibilisé, photosensibilisé. Donc, c'est ce qu'on utilise finalement pour désactiver, j'allais dire, les poches de plasma, pour enlever un certain nombre de virus, etc., de bactéries. C'est que les poches de plasma, finalement, on y met du bleu, et on les photosensibilise à la lumière, donc à une UV très spécifique, etc. Mais on arrive à se débarrasser comme ça des parasites, des virus, de certaines bactéries. Mais finalement, est-ce que ça marche un peu comme dans le palu, sans photosensibilisation, finalement en le donnant directement? Oui, on regarde finalement le bleu, on se retrouve avec finalement rapidement entre 0,1 et 0,5 déjà 0,5 micromolaire, on a dépassé, on a plus de 60%, on est à 70% à peu près déjà d'inhibition virale. Et avec finalement, quand on regarde la CI50, elle est à 0,30, donc nettement même en dessous de ce qu'on avait tout à l'heure pour nos antipaludiques. On rappelle l'hydroxychloroquine à 1,5, l'azithromycine qui est autour de 20 micromolaires. Donc qui est très, très safe avec finalement plus d'un facteur entre la cytotoxicité et l'activité antivirale, plus de 300. Pareil, finalement, est-ce que c'est atteignable à ces doses-là en donnant les doses qui sont préconisées? Alors, pas dans le palu, pas que ça n'existe pas, mais c'est utilisé dans la méthhémoglobinémie. Et en fait, en utilisant les doses qui sont prescrites, oui, on arrive à finalement avoir des doses des concentrations qui sont atteignables. Pareil, finalement, il marche comment? Est-ce que à la fois on retrouve une action au niveau de l'entrée, sur certainement la CE2, et puis une action aussi sur la post-entrée, sur la réplication elle-même. Voilà, on retombe sur la même publi où ils ont testé aussi le bleu. On voit finalement, oui, alors, action modérée par rapport aux autres quand même sur la protéine d'entrée, la CE2, et puis modérée aussi sur la même protéase. Donc là, c'est un peu différent de ce qu'on trouve in vitro et puis ce qu'on peut trouver en docking moléculaire. De temps en temps, on peut voir des choses, mais il y a quand même une action sur les deux. C'est un peu intéressé au remdesivir aussi. Remdesivir, finalement, rapidement in vitro, après s'il ne marche pas cliniquement ou in vivo, mais on avait in vitro finalement, rapidement, on atteignait la CI50 avec une CI50 autour de 1 micromolaire, et on retombait sur ce qui avait été à peu près fait par une autre équipe qui montrait qu'il était à 0,77 micromolaire, donc on est sur les mêmes valeurs. S'intéresser à ce qui se passait, et là, vraiment, le remdesivir, c'est un antiviral. Et effectivement, quand on regarde, rien sur ACE2, rien sur l'entrée, c'est vraiment qu'une activité antivirale sur la réplication. Et là, franchement, c'est clair par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc c'est moins clair quand on regarde finalement par le docking.
effectivement, ça marche très bien quand on regarde avec la même protéase, donc sur la réplication. Effectivement, c'est un des plus bas ou des plus hauts, ça dépend si on compte en négatif, mais quand on regarde finalement au niveau de la protéine d'entrée, en étant autour de 7, on serait même dans les meilleurs, même mieux que l'hydroxychloroquine. Or, c'est pas du tout là ce que l'on montre. Donc, des fois, entre ce qu'on peut faire en docking moléculaire, en numérique, etc., on peut avoir des différences aussi avec déjà la réalité in vitro, et ne parlons pas ensuite quand on passe au niveau clinique, puisque ça ne marche pas. S'intéresser aussi à l'ivermectine, qui est très largement utilisée donc en Afrique aussi. Et pareil, où on se rend compte, l'ivermectine, finalement, on est à des CI50, un peu moins de 5. Et puis, on retombe sur ce qui avait été fait aussi par une autre équipe, qui était, pas la même MOI, mais qui était autour de 2,8. Donc, on reste dans la même fourchette. Pareil, quand on regarde ce qui se passe, là, on retombe sur un peu comme avec les antipaludiques. Hein. Ça marche en bloquant l'entrée, et puis ça marche aussi en bloquant la réplication. Donc, et c'est ce qu'on trouvait finalement quand on regardait au niveau, c'est pareil, ça c'est une enzyme, enfin une protéine c'est la même protéine, elle porte plusieurs noms, mais c'est le pro. Et effectivement, quand on regarde le dossier qui a été fait avec nos collaborateurs indiens, c'est la première molécule qui sort. Là, l'ivermectine sur un certain nombre d'antibiotiques. Et donc, on retrouve bien effectivement cette action, même s'il est un peu moins là. Et là, ils sont en train de tester pour voir si finalement ça agit sur la CE2 aussi, voir si on retrouve quelque chose. Donc, ce qui est en cours maintenant, c'est d'associer ces molécules. Bon, finalement, si on les associe, si on gagne en activité, quitte après à pouvoir diminuer un peu même les doses à ce moment-là. Donc ça, c'est en cours. Une autre des perspectives, finalement, sur toutes ces molécules-là, ces antipaludiques qui ne marchent pas trop mal, et puis ce que vous avez présenté, le bleu, la doxy, etc., c'est de regarder finalement, parce que là, on a travaillé sur 2 souches, donc de la première vague, de l'IHU, la IHU MI 3 et la MI 6, c'est de regarder finalement sur plus de souches, à la fois de la première vague, sur des souches du mois de juillet là, du retour en gros d'Algérie, sur des souches de la deuxième vague. Est-ce que sur ces toutes molécules intéressantes, on a la même sensibilité, la même activité? Donc, regardez à la fois la sensibilité au cours du temps de ces différents composés, et puis comparer finalement le phénotype à certains génotypes, puisque suivant des génotypes différents, et voir est-ce que quelque chose pourrait, si on a différence, expliquer finalement la différence entre ces différentes molécules. Ce qui permettra aussi de savoir un peu comment elles peuvent agir. Donc là, voilà un peu ce que fait ce que fait notre collègue donc indien, où il a testé des centaines d'antibiotiques ou antibactériens, parce qu'on peut dire antibiotiques, mais en docking moléculaire. Et donc, nous, on a décidé de tester un peu, voir ce qu'il avait trouvé, si on retombait la même chose in vitro. Donc voilà, quand on regarde ce qu'il a fait sur la spike protéine, la CE2, la liaison, donc ce qui marche très bien chez lui, les vancomycine, mésocyline, capomycine, streptomycine, etc. On regarde dans la liste de la centaine. Et donc nous, quand on regarde in vitro ce qui se passe, alors c'est on l'attend toujours, là, on n'arrive pas à la voir, mais finalement, c'est des molécules qui marchent pas très bien in vitro. Donc comme quoi, le docking moléculaire et in vitro, on peut avoir des surprises. Pareil sur la deuxième protéine sur laquelle il s'est intéressé, donc la même protéase, ivermectine qui sort en 1, bien, ça nous arrange. De la floxacine, caprenomycine, l'isacine en attente, pyrofrécine, non, là aussi, ça marche pas super bien, même ça marche pas du tout. Et puis troisième protéine qui s'intéressait, qui était
Et donc, pareil, ben, finalement, quand on regarde, donc on ici un premier toxicité A, vous voyez, effectivement, donc, ce qui montrait tout à l'heure l'action sur la réplication, mais finalement, toutes les autres séries qu'on a pu trouver, ben, ça marche pas super bien non plus. Donc, attention, il y a du docking, derrière, vous pouvez tester une centaine de molécules à voir ailleurs, et à l'inverse, certainement, passer à côté de molécules qui sortent au fin fond de la liste docking et qui, elles, vont marcher. Donc, c'est des méthodes complémentaires, mais l'une ne remplacera jamais l'autre. Voilà, je vous remercie. Oui, ça pose un problème de fond qu'on se repose tous. Hein. Je ne sais pas comment on en sortira, mais je ne sais pas du tout comment on en sortira. C'est que comment on va faire quand on a 10 molécules qui sont potentiellement des molécules efficaces, quand on sait qu'elles sont anodines, pour lesquelles, quand on s'adresse à nos autorités, on a une plus grande réticence pour qu'on l'utilise. Comment on va faire pour sortir de cette étape qui est de dire on a un capital moléculaire considérable qu'on a accumulé depuis un siècle et demi, comment on fait pour le tester alors que les pays occidentaux ont pris l'habitude de faire les essais thérapeutiques par l'industrie pharmaceutique. Et c'est un vol non résolu. S'il n'y a personne qui développe ça, l'État ne le fait pas, est incapable de le faire. Si on était dans un État établi comme en Chine, hein, je suis dire, écoutez, puisqu'il y a ça, ça, ça et ça, vous allez tester ça, vous allez tester ça, vous allez tester ça, vous allez tester ça. Et donc, pas attendre que des gens, en plus, on a habitué les équipes à avoir des protocoles qui sont tout écrits. Nous, on voit ces protocoles, on se met les mains sur la tête. Hein, c'est-à-dire qu'il y a on inclut des patients dans les pays développés qui n'ont même pas de test diagnostic. Hein, donc les trucs sont publiés en anglais, il n'y a même pas de test diagnostic. C'est inouï. Quoi. Donc c'est tout sur une méthodologie qui est bonne que pour eux, en particulier parce qu'ils veulent déterminer, en tout cas c'est le cas pour l'hépatite C, la durée du traitement. Parce qu'en déterminant la durée du traitement, ils peuvent déterminer le coût. Et on ne peut plus jouer individuellement sur la durée du traitement. C'est le cas de l'hépatite C. L'hépatite C, ça a coûté 2 fois plus cher que ça aurait dû coûter, parce qu'ils ont décidé qu'ils ont fait du randomisé à 12 semaines, plutôt que de mesurer la charge virale qui aurait permis de faire 6 semaines au pire. Donc 2 fois moins cher. Donc on est un système là qui est entièrement un système dans lequel on ne sait plus faire de l'essai médical. Il faut attendre que l'industrie décide de le faire. Hein. Donc et là, toute cette collection, on peut faire la même chose. Je ne vais pas toujours suivi dans ce que je disais, Christian, mais il est en train de sortir la même chose sur la cyclosporine, hein, qui est en train de... Donc, qui donne des résultats dans les formes graves très très spectaculaires aussi, mais qui coûtent rien, qui avait déjà été en partie abandonné dans les rejets de greffe parce que ça rapporte plus d'argent à personne. Donc il y a une vraie question hein, d'organisation et de thérapeutique qui fait qu'effectivement on peut se poser la question, même, on l'a bien vu, hein, qu'est-ce qui se passe en Afrique, il y a beaucoup d'endroits, c'est que quand on leur a dit l'hydroxychloroquine, ça marche, ils ont utilisé, ils ne se sont pas posé des questions parce que tout le monde sait ce que ça fait. Et donc, on est dans une vraie question, c'est si on refuse d'utiliser tout notre capital moléculaire ici, c'est pas étonnant qu'on ait plus de problèmes que dans les pays qui l'utilisent. C'est quand même sans arrière-pensée, quoi. Donc, c'est une vraie question, que ce soit pareil la doxycycline, ou que ce soit pareil... Tous les projets qu'on a déposés au niveau militaire, doxycycline, chloroquine en prophylaxie, tous ont été bloqués par les NSA. Pareil, en Afrique, il y a un programme qui est censé subventionner les essais thérapeutiques. Nos collègues maliens ont voulu faire une étude multinationale, ils ont été bloqués parce que tous les projets avec la chloroquine ont été bloqués depuis le début de l'épidémie. C'est frappant. Très bien, merci.